Vue sur Terre fait escale en mer Égée. Frontière naturelle entre Europe et Moyen-Orient, cette mer intérieure du bassin méditerranéen est habitée depuis la préhistoire. Ses rivages dessinent les contours du berceau de la civilisation occidentale. Mer capricieuse cernée de montagnes sauvages, elle a enfanté les mythes et nourri bien des rêves. Peter est collectionneur d'histoire. Fasciné par les vestiges et les légendes qu'abritent les Cyclades, il s'est donné pour mission de veiller sur ces trésors. Il multiplie les découvertes et travaille à la création de zones maritimes protégées. Hortense, elle, a fait le choix d'une vie nomade. À bord de son voilier, seule la mer lui indique la direction à prendre. Cet artiste s'est créé un monde à part, un univers onirique où les lois terrestres ont cédé leur place à la poésie. Alpiniste chevronné, Miralis a trouvé son équilibre sur la plus mythique des montagnes. Il vit toute l'année sur les cimes du mont Olympe, domaine des dieux de l'Antiquité grecque. C'est la nature sauvage qui guide ses pas et nourrit son esprit. Le mont Olympe, c'est là où je vis. C'est l'endroit où j'ai vécu les choses les plus fortes au niveau émotionnel et spirituel. Pour moi, c'est le centre de l'univers. La mer Égée est un vaste territoire insulaire. Partout où le regard porte, une côte se dessine. On compte près de 10 000 îles et îlots, et sans doute autant d'histoires et d'épopées. Aujourd'hui, seules 170 îles sont habitées. C'est le berceau des premières thalassocraties, ces puissances qui, en maîtrisant la mer, ont dominé les hommes. Là où les montagnes entravaient la circulation, la mer, elle, ouvrait de formidables voies sur le monde. Les rivages apportaient ici l'abri nécessaire au commerce, là, un refuge aux pirates, ou encore le rempart naturel aux invasions barbares. Au centre de la mer Égée, l'archipel des Cyclades est un carrefour maritime entre Orient et Occident, où les civilisations se sont succédées sans interruption. Peter Nicolaides y a fondé l'Institut égéen il y a 15 ans, pour se dédier à la connaissance et à la protection des trésors de la mer Égée. C'est à 5 degrés à peu près, quelque part par là, tout droit. La Méditerranée n'a cessé de voir son niveau augmenter, recouvrant ainsi certaines traces du passé. La Grèce antique n'a pas encore livré tous ses secrets. La mer les a parfois rendus invisibles. Alors, il faut prendre de la hauteur pour observer et mesurer l'ampleur de ces vestiges. J'ai commencé l'étude de ces canaux il y a une dizaine d'années. Ils me fascinaient vraiment. J'ai réfléchi au fait qu'ils soient si énormes et si nombreux autour de Paros. Ils devaient avoir un lien avec une activité économique majeure. Or, Paros exporte du marbre en grande quantité et depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est là qu'ils ont commencé à construire le Parthénon. La demande en marbre était énorme. Donc je pense que ceci est probablement une manière intelligente de glisser le marbre sur des bateaux ou des barges. J'ai repéré des structures comme celle-ci tout autour de l'île. Cet endroit est vraiment merveilleux pour faire des découvertes. Au centre de Paros, un filon de marbre d'une qualité exceptionnelle, le Lychnitis, a changé le cours de l'histoire de l'île. La finesse de son grain en a fait une pierre convoitée par les plus grands sculpteurs de l'Antiquité. Les fresques du Parthénon, mais aussi la légendaire Vénus de Milo, lui doivent leur éclat millénaire.
Si tu veux voir une sculpture, tu fermes les yeux et tu la sens avec tes mains. La Terre nous a donné la pierre en cadeau et on doit la respecter. Pour moi, c'est pas de l'or, c'est plus que de l'or. J'ai une vie entre les mains quand je travaille cette pierre. Emmanuel entretient la renommée du marbre de Paros. Il porte fièrement cet héritage. Aux temps antiques, les écoles de sculpture se sont multipliées sur l'île. Le talent des artistes résonnait au-delà des Cyclades. Toutes mes œuvres, si elles pouvaient parler, elles me diraient « laisse-moi tranquille ». Pour toutes les fois où je les ai touchées, touchées et touchées encore. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait ça, et ça, tant de fois. Le lieu d'où ils tiraient la pierre, beaucoup de gens y sont morts. C'est pas facile de sortir des blocs comme cela, de 10 tonnes à la main. Moi j'ai la machine, elle peut porter, elle peut couper. À l'époque, il n'y avait pas de machine, tout était fait à la main. C'était des héros. Ils ont construit l'acropole à la main. Ils étaient brillants, ils trouvaient toujours une solution, rien ne les arrêtait. Je souhaiterais tellement remonter le temps, juste une journée, une semaine, pour voir comment c'était. J'ai rêvé de nombreuses fois, comment faisait-il? Si j'ai un travail difficile, je cherche la solution dans le passé. Je me dis, comment aurait-il fait? Le marbre de Paros garde sa part de mystère. Soucieux d'avoir les informations à leur source, Peter se rend à la carrière de Marathi pour retrouver Emmanuel. Plus qu'une simple carrière, il s'agit de véritables mines de marbre. Elles ont été exploitées pendant des siècles. Aujourd'hui monument historique, elles témoignent de la rudesse du travail et de l'acharnement des hommes. Plus de 150 000 esclaves s'y sont épuisés. Regarde ça, c'est très blanc, tu vois? Le petit bout là, c'est ça qu'il voulait. Pas celui d'à côté, celui-ci. Et là, tu vois comment ils ont travaillé la roche? Des milliers, des millions de tuk-tuk-tuk avec un marteau. Ah oui, le marteau en grec ancien se dit le toukos. Regarde là, Peter. C'est fantastique. L'intérêt porté à cette pierre a repoussé les limites du possible pour aller la chercher. Le marbre le plus pur sommeille dans les entrailles de la montagne. Il a fallu creuser, extraire des milliers de tonnes pour atteindre le cœur de la veine. Ces galeries sont parfois longues de 500 mètres. La roche, tendre et fragile, se brisait facilement et perdait alors de sa valeur. À l'abandon depuis des siècles, ces blocs ne verront jamais le jour. Cette sorte de marbre-là, c'est la meilleure au monde. Parce que tu places ta lumière là, et normalement on dit 10 cm. Ah, de transparence, oui. Mais regarde là, c'est plus que 10, il y a 15, 20 cm facile. Ouais, facile. Ils n'avaient pas de lampe torche. C'était des lampes à huile. Oui, ça s'appelait l'iknia. Ils mettaient leur lampe contre le marbre et ils regardaient à travers. C'est de là que vient le nom lignitis.
Donc le marbre de Paros s'appelle le Lychnitis. Du grec, lychnos, la lumière. Jean Giono écrivait « Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière ». Tous les reflets des Cyclades composent leur histoire. C'est aussi sous la mer qu'on peut la comprendre. Peter est plongeur depuis plus de 50 ans. Ingénieur sous-marin, il met ses connaissances techniques au service de l'océanographie. Officiellement, ici, c'est une zone maritime protégée. Et j'essaie de la faire appliquer. Ce qu'on veut voir, c'est pas seulement l'augmentation du nombre et de la taille des poissons. C'est aussi un endroit où l'on peut faire des expériences, des recherches, où l'on peut apprendre et apprécier la géologie, la biologie et la technologie. OK. La mission scientifique d'aujourd'hui cherche à étudier la corrosion des métaux immergés. Peter installe des échantillons in situ qui seront prélevés à intervalles réguliers. Le but est d'analyser la dégradation des épaves autour de Paros pour pouvoir mieux les préserver. La mer est un vaste réservoir de connaissances, de surprises et de découvertes. Ça préserve la jeunesse. Le fait d'observer, de découvrir te maintient dans un état d'enthousiasme, d'énergie, de passion pour tout ce que tu fais. Explorateur infatigable, Peter répertorie toutes les découvertes qu'il fait dans son archipel. La connaissance, c'est l'émancipation ultime. Partout où je regarde, je vois la géologie, la biologie, l'archéologie, l'histoire, ou tout simplement la beauté, l'esthétique. Tout ça a un effet positif sur l'esprit, le cerveau et l'âme. On ressent un sentiment d'allégresse, d'harmonie, de calme. Vous savez, toutes ces belles sensations. Préserver les vestiges du passé, mais aussi assurer les ressources du présent. L'avenir des Cyclades repose sur ces rivages. Peter investit tout son temps et toute son énergie dans la sauvegarde de ce fragile équilibre. Il sillonne les îles et travaille au contact d'autres passionnés, acteurs de la vivacité de cet archipel. Je me vois comme un lien entre les locaux, les pêcheurs, les gens des Cyclades et la communauté scientifique. Nous sommes en train de mettre en place un réseau de zones maritimes protégées dans les Cyclades. C'est très important car ça a été fait dans le reste de la Méditerranée, en France, en Italie, en Espagne. Et c'est un succès, mais rien n'a été fait en Grèce. D'ici 2020, nous sommes censés protéger 10% de nos mers. Sur l'île de Santorin, on célèbre une petite victoire. Une zone maritime protégée vient d'être établie. Un réel espoir pour tous ceux qui souhaitent voir revivre ces eaux.
Il me semble que la zone maritime protégée sera celle que vous avez proposée, celle qui est là-bas. Les pêcheurs ont accepté, mais il faut encore s'accorder sur la distance. Eh oui. Kyriakos Prekas est le représentant du syndicat des pêcheurs traditionnels. Avec Peter, ils réfléchissent aux alternatives pour la survie des pêcheurs de Santorin. Ce qui nous sauverait, c'est que la loi nous autorise à devenir guide de pêche pour les touristes. Ce serait alors un nouveau souffle. Oui, pour vous, c'est un vrai enjeu. Tu sais, Peter, dès qu'on aura l'autorisation de prendre des touristes à bord, on adaptera nos bateaux. Pour Kyriakos, il faut maintenant convaincre les pêcheurs de ne plus pêcher dans cette zone. Protéger la mer, celle-là même qui nourrit les hommes et berce leurs espoirs. À bord de leurs bateaux traditionnels, les méthodes des pêcheurs n'ont pas changé depuis des siècles. Vous savez, j'aurai bientôt 60 ans. Nos grands-pères et nos pères nous ont transmis une mer pleine de poissons. À leur époque, comme ils faisaient attention, on n'avait pas besoin de zones maritimes protégées. De nos jours, elles sont indispensables parce que nous avons tout détruit. La planète entière doit s'inquiéter pour la mer. Je le crois vraiment. Ωχ, τη θάλασσα την αγαπώ. Τη θάλασσα την αγαπώ και την ποτίζω μέλι, γιατί την ταξιδεύουμε κορμάκια σαν αγγέλη. Για μολά, για λέσα, για σου θάλασσα μπαμπέσα. Για σου θάλασσα μπαμπέσα, για μολά, για λέσα. Je veux apporter une autre pierre ou laisser quelques pixels dans l'image. J'espère que ma contribution sera importante. Car chaque élément est essentiel, tout fait partie d'un puzzle. Il faut juste comprendre comment relier les points, prendre du recul et avoir une vue d'ensemble. La mer Égée est plus qu'une mer. C'est le royaume d'Éole, le dieu du vent. Bordée par la Grèce continentale et la Turquie, elle forme un véritable couloir d'accélération pour les vents du nord. Éole souffle le chaud et le froid. En été, il déchaîne le Meltem et en hiver, le Vorias. Des vents violents qui coupent les îles du reste du monde. En Grèce, les autorités portuaires déclarent alors l'apagoreftico, l'interdiction de naviguer. Elle peut durer plusieurs jours. Yes, good morning, sir. I'm calling you regarding the weather forecast in the area around Ratimno for the next 24 hours. Over. The weather for the next 12 hours is northerlies 5-6-4. Okay, thank you, sir. Have a good watch. Bye-bye. Silent out. J'aime bien le fait de devoir s'adapter à des conditions, d'avoir l'impression de ne pas faire partie du monde dans lequel on est. La plongée, il n'y a pas plus éloigné de ce monde. Toutes les règles changent, toutes les règles qu'on connaît, les règles avec lesquelles on est né, la pesanteur, le son, la façon de voir les choses, tout change, quoi. On utilise son corps, on utilise tout complètement différemment. Et ça, c'est nulle part ailleurs que sous l'eau, quoi.
C'est vrai que la mer, être sous l'eau, c'est une forme de refuge. C'est un refuge contre le bruit, c'est un refuge contre un monde qui aujourd'hui va très vite. Et là, quand on est sous l'eau, le temps s'arrête. Voir le monde différemment. Hortense Le Calvez avait 17 ans lorsqu'elle plonge pour la première fois. Très vite, elle en fait son métier et l'enseigne aux autres. Lorsqu'elle rencontre Mathieu, elle l'initie à son tour et lui propose les clés d'une autre vision du monde. L'art, pour moi, c'est être capable de voir ce qu'on connaît sous un autre jour. C'est être capable de prendre du recul et de pouvoir avoir des perspectives complètement différentes de ce qu'on considère comme acquis, ce qu'on considère comme banal. On est en train de travailler sur la série Posidonia. Donc on imagine, on reprend des éléments naturels qu'on connaît, comme cette algue, la Posidonia, et ensuite on la recrée comme si elle avait pris le dessus sur les objets, comme s'ils avaient résidé dans l'eau pendant déjà un certain moment. Hortense a 25 ans. Elle a étudié les beaux-arts à Amsterdam, puis la sculpture à Londres. Mais sa soif de liberté et d'aventure l'ont décidée à mener une vie nomade, loin des contraintes et des conventions. Ce qui m'a vraiment motivée pour habiter sur un bateau, je pense que c'était quand j'avais 15 ans, quoi. Je sais pas, c'était voir mes parents habiter dans une maison, ça m'angoissait, quoi, de rester au même endroit tout le temps, comme ça, c'était... Donc c'est pour ça que j'ai appris à naviguer, en fait. À la base, naviguer, c'est très sympa, j'adore ça, mais c'était surtout pour pouvoir vivre sur un bateau. C'était ça qui m'intéressait vraiment. Partout où tu vas, t'es chez toi, et ça, c'est génial. Hortense et Mathieu partagent la même passion de la mer. Ils naviguent ensemble depuis 3 ans. Ce bateau est devenu leur seule maison. Forlan 6, c'est le nom du bateau, et puis donc c'est devenu le nom du studio, pour définir un peu. C'est une forme d'atelier itinérant, quoi. On peut expérimenter, on espère vraiment avoir des gens qui vont venir, peut-être un de ces quatre, bosser, collaborer avec des gens sur le bateau, puis trouver des petits ateliers ici et là, dans des îles, travailler dehors, enfin, en fonction de ce qui vient. La Crète, dernière terre avant l'Afrique, plus grande île de la mer Égée, elle marque la séparation avec le reste de la Méditerranée. Le climat hivernal y est plus clément que dans le reste des îles. Et elle offre des possibilités d'abri lorsque le vent souffle avec force sur les eaux égéennes.
Hortense et Mathieu ont repéré une péninsule, Balos, à la pointe ouest de la Crète, qui pourrait convenir pour plonger. Ils recherchent une baie abritée des courants et du vent. Elle est déferlante. Dans 1h et demie, la beau, c'est quand on arrivera à peu près sur la plage. Mais faire tout ça à pied, c'était pas possible. Ouais, c'est impossible. On dirait qu'on a eu de la chance de tomber sur l'île. Pour l'instant, oui, c'est le tout début, quoi. On vient de commencer, on a commencé au début de l'hiver, on a commencé en décembre, donc... Ouais, c'est ça, c'est une aventure qui débute vraiment. On est à 4-5 mois d'existence, si on peut appeler ça comme ça. Donc, la partie recherche est importante dans le sens où à chaque fois, on voit ce qui marche pas, on a d'autres idées qui arrivent derrière, donc on a vraiment des projets qui arrivent comme ça et le but, c'est d'en réussir à faire le maximum, quoi. Du coup, à gauche, là, il faut passer à travers... Officier dans la marine marchande, Mathieu a mis sa carrière de côté. Après 10 ans passés à bord de navires de commerce, il a changé de cap pour suivre Hortense. Donc le repérage, c'est très important parce que chaque travail, on doit lui trouver un décor spécifique. Donc on cherche pour certains travaux des eaux très très claires, très limpides. Pour d'autres, un sol de sable ou alors un sol avec des formations rocheuses. Par exemple, pour la lavanderie, on a vraiment besoin de trouver des formations rocheuses énormes pour pouvoir accrocher le fil à linge d'un bout à l'autre. C'est vraiment à chaque fois différent. La limpidité des eaux méditerranéennes, l'absence de marée, les côtes peu profondes font de la mer Égée le lieu idéal pour accueillir les œuvres du duo. Donc vraiment, le moment où j'ai fait ma première plongée, ça a été une découverte de se rendre compte qu'on peut travailler sous l'eau, on peut faire ce qu'on veut, c'est génial. Je peux rester 1 heure si je veux, 2 heures si l'eau est chaude, si je veux pas trop profond. Donc ça a été une révélation. J'ai vraiment eu envie d'associer mes études d'art avec cette nouvelle passion. La photographie, pour nous, c'est vraiment la trace de ce moment éphémère. C'est pas la fin de ce moment, c'est pas non plus le but de ce moment, c'est ce qui en résulte et ce qu'on peut partager pour l'instant. Les objets du quotidien détournés par Hortense prennent vie comme dans des histoires fantastiques. La mer les révèle.
Il nous enchante et nous questionne. On a vraiment allié toutes nos passions pour pouvoir créer des images qui vont surprendre les gens et pour pouvoir les amuser. Donc c'est un monde, c'est vraiment créer notre propre monde à part et on espère que ça pourra parler à d'autres personnes. Faire valser les codes et s'affranchir des normes. Hortense façonne sa propre histoire, celle d'une jeune femme libre et empreinte de poésie. La mer, c'est le lieu qui m'a tout appris, quoi. Donc en soi, je navigue depuis toujours, donc la mer, ça a toujours été une énorme source d'inspiration. J'ai toujours vécu près de l'eau, je ne pourrais pas m'en passer. La mer, c'est ma maison, c'est mon enfance, c'est le seul endroit où je me sens bien. Hortense et Mathieu s'accordent et composent un univers bien à eux. Un monde imaginaire où les lois de la pesanteur n'ont plus prise. Un espace où l'eau et le vent deviennent matière à leur aventure. Telles des cathédrales dressées vers les cieux, les météores sont un chef-d'œuvre de la nature. Ils tiennent leur nom d'une légende qui voudrait qu'ils soient tombés du ciel. Lieu mystique, les premiers ermites y ont vu l'œuvre de Dieu, idéale pour l'ascèse et la prière. Ils se retiraient dans ces cavités naturelles, coupées du monde des humains. Alpinistes de la première heure, les moines orthodoxes entreprendront dès le XIVe siècle la construction d'édifices à couper le souffle. 24 monastères voués à l'isolement, sans route ni escalier. Des cordes comme seul lien vers le monde terrestre. 6 monastères sont encore en activité. Le lieu n'a rien perdu de son aura. C'est aussi le rendez-vous incontournable des grimpeurs les plus téméraires. Il se mesure à des parois de 300 mètres de haut et défie le vide. Miralis Stilas fait partie de ces alpinistes pour qui le ciel est la seule limite. Se hisser à la hauteur des dieux. Pour les uns, philosophie de vie, pour d'autres, profession de foi.
Au météore, la quête est finalement semblable depuis des siècles. Celle de la solitude, du silence et de l'extase. Quand tu es dans une position délicate, tu te concentres vraiment sur la prochaine milliseconde. Tout ton univers se résume à un tout petit bout de roche ou de glace. Et ta vie entière, toute ton existence intérieure dépend de ce caillou ou de cette glace. Quand une seconde devient un siècle, tout le reste devient facile, vraiment facile. C'est ça la beauté de l'escalade, l'instant et la grandeur de la nature sauvage. Tutoyer les cieux. Miralis vit à l'année là où personne n'aurait osé s'installer avant lui. Dans un des plus hauts refuges de Grèce, à plus de 2600 mètres d'altitude. Il est le gardien du mont Olympe. Ici, c'est le balcon du refuge. Au-delà de ce point, c'est le grand vide. Quand tu es si près du bord, tu te sens vraiment mortel. C'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier dans leur vie de tous les jours. Puis il y a la vue, le gouffre et l'air libre. Tu te sens comme un petit dieu. C'est franchement vertigineux. Quand tu es dans un endroit si fort, tu te mets à planer. Plus qu'une montagne, l'Olympe est en réalité un immense massif. Plusieurs de ses sommets dépassent 2600 mètres d'altitude. Longtemps infranchissables, souvent baignés dans les nuages, les anciens y voyaient le centre du monde connu. C'était le domaine sacré des dieux de la mythologie grecque, interdit aux mortels. Ici, l'hiver dure plus de 6 mois. Au cœur de la saison, il peut y avoir jusqu'à 4 mètres de neige. Il y a 8 ans, j'aurais jamais pu imaginer passer des mois entiers ici pendant l'hiver. C'était de la science-fiction, même pour moi. Mais quand tu vis dans la nature et que tu suis ses règles, tout devient facile. D'abord, ton esprit s'adapte à certaines idées, aux conditions difficiles, et tout le reste suit. Le refuge est à 20 km du premier village, Litooro. Aucune route n'y mène. À chaque fois que je fais l'aller-retour pour ravitailler le refuge, c'est l'occasion de garder la forme pour d'autres projets. Jusqu'à la fin de l'hiver, il faut au minimum 2 jours de marche pour faire l'ascension et ravitailler le refuge. Une contrainte qui n'arrête pas Miralis. Ça fait 30 ans que je grimpe sur le mont Olympe. Depuis 10 ans, je suis le gardien du refuge Kakalos. Je ne me rappelle pas combien de fois j'ai pu monter ici depuis mon enfance. C'est incalculable quand tu penses que cet hiver, j'ai fait 35 fois le chemin. Rien que cet hiver. Donc depuis 10 ans, une grande partie de ma vie appartient au mont Olympe. Tant qu'il y a de la neige sur les cimes, les mules ne peuvent gravir le chemin jusqu'au refuge. À mi-parcours,
elles doivent retourner sur la côte égéenne. La suite de l'ascension se fera à dos d'homme. Βάλα κιόλας, έλα ρε, ευχαριστώ. Τα λέμε έτσι, άντε, καλό δρόμο. Ciao. Au nord-ouest de la mer Égée, le mont Olympe fascine les hommes depuis aussi longtemps qu'il peuple la Grèce. Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. Son sommet culmine à presque 3000 mètres d'altitude. Ses versants meurent dans la Méditerranée. C'est la plus haute montagne de Grèce. À la nuit tombante, son ombre se dessine jusque dans la mer. « 30 kilos de vivres chacun et dernière ligne droite vers le refuge. Alex et Nikos sont des amis de longue date de Miralis. Sans eux, le ravitaillement l'hiver serait impossible. Une maison, c'est là où on passe le plus de temps, c'est ça? Eh bien, l'endroit où je passe l'essentiel de mon temps depuis 8 ans, c'est tout là-bas, sous le trône de Zeus. Le refuge, c'est aussi ma maison parce que c'est là que je vis. Je travaille, je grimpe, je skie et où j'espère faire des recherches dans le futur. Tu mets tout ça dans le mixeur, ça fait une maison, une super maison. Pour moi, c'est le centre de l'univers. Et je me sens privilégié d'avoir une maison au centre de l'univers. What else? Miralis est le premier à avoir eu l'idée et le courage d'ouvrir le refuge l'hiver. Il faut en effet un zeste de folie pour emprunter ce chemin. La crête de Lemos en a découragé plus d'un. Avec 1500 mètres d'à pic, la chute est interdite. Il faut trouver un équilibre entre tes capacités, tes désirs, tes passions, la nature et ce que tu veux en tirer. Les gens pensent que c'est stupide d'escalader des montagnes. Pour moi, c'est un monde de sagesse. J'ai passé beaucoup d'années à l'université. J'ai un doctorat en géologie. Mais ce que j'ai appris en montagne, sur moi-même, personne n'aurait jamais pu me l'enseigner. C'est cette relation qui me fait aller de l'avant et évoluer comme alpiniste, et surtout en tant que personne. Je me définis totalement à travers mon expérience de la montagne. Through my mountaineering experiences. Sur le plateau des Muses, le refuge Christos Kakalos tient son nom du premier grec ayant réussi l'ascension au sommet de l'Olympe. C'était il y a 100 ans. Miralis se prépare à gravir le sommet à son tour. Avec ses compagnons de cordée, ils célèbrent à leur manière la fin de l'hiver. Je me suis blessé plus de fois que je n'aurais dû. C'est pas de la faute de la montagne. C'est à cause de moi.
de mon état d'esprit. Je n'ai pas respecté certaines règles que la montagne impose. La philosophie est la même partout. Mais en ce qui concerne le mont Olympe, c'est là où tout a commencé. Pour moi, cet endroit ne cesse d'élever mon âme. Je ne sais pas jusqu'à quand, ni jusqu'où. Mais c'est sûr, c'est comme gravir des escaliers sans fin. Ça ne s'arrête jamais. Le mont Olympe comme camp de base, la ligne de crête comme horizon et les sommets comme leitmotiv. Miralis s'est mesuré aux montagnes les plus difficiles. Les Alpes, les Andes, les Rocheuses, l'Himalaya. Il a fait partie de la seule cordée grecque qui, à ce jour, a réussi l'ascension de l'Everest. En voulant défier le ciel, il a eu de nombreux accidents, chutes, fractures, gelures. La montagne a aussi pris la vie de plusieurs de ses amis. On accepte même de mourir. On ne veut pas mourir, bien sûr, mais parfois on a cette émotion très forte quand on est là-haut au bord du gouffre. Et on se dit, « Ok, je repousse mes limites encore un peu, je prends le risque de perdre ma vie. » Mais mon expérience me dit l'inverse. Je vais dans la montagne pour me sentir en vie, pas pour la perdre. Pour être honnête, je suis complètement accro à tout ça. Je ne changerai de vie pour rien au monde. La neige est difficile, mais les conditions sont bonnes. Il nous reste 120 mètres pour atteindre le sommet des dieux, le Panthéon. Bonjour à toi, Zeus. « 2917 mètres. Le pic Mythikas est le plus haut sommet de la Grèce. Ici, quelque part sur Terre, trois amis partagent le bonheur d'être connectés à la Terre, au ciel, à la neige et à la mer. Miralis Stylas n'a jamais été croyant. Mais comme les Grecs anciens, il a ressenti la force du lieu. Le trône de Zeus, le dieu des dieux, intimide les hommes. C'est surtout la sculpture de la plus grande des divinités, un chef-d'œuvre de la nature. Les anciens y ont vu la demeure de leurs 12 dieux et déesses sur le balcon du monde, caressés par la mer Égée, suspendus dans les airs et drapés de neiges éternelles.